Merci Anne, merci Grécia pour cette invitation à rendre visible notre exposition et amorcer une réflexion autour de l'œuvre de Lina Bo Bardi que nous prolongerons en janvier à l'occasion de journées d'études que nous allons consacrer à cette grande figure féminine de l'architecture du XXe siècle. Alors ma présentation sera articulée en deux temps. Tout d'abord en revenant brièvement sur la biographie de Lina Bo Bardi. Je voudrais souligner en quelques points en quoi son œuvre la distingue de ses contemporains et la rend si intéressante à étudier ou à revoir aujourd'hui. Et ensuite, je vais m'arrêter, comme l'a annoncé Anne, sur l'exposition Lina Bo Bardi Enseignement partagé, dont nous sommes co-commissaires avec Alessandra Cricogna, qui est dans la salle, juste devant moi, mais qui a été aussi une véritable aventure collective de conception et de réalisation avec les enseignants et les étudiants de nos deux écoles, de la faculté d'architecture de l'Homo sapiens, comme ça a été rappelé, et l'école d'architecture de Paris-Belleville. Alors tout d'abord, qui est Lina Bo Bardi et pourquoi son œuvre fascine tant aujourd'hui? Née en Italie en 1914 et immigrée au Brésil en 1946, Lina Bo Bardi a été à la fois architecte, designer de meubles, de mode, scénographe de théâtre et de cinéma, muséographe, dessinatrice, éditrice, et je pense même qu'en faisant cette liste, je n'épuise pas toutes les facettes de la personne, qui commence à être assez bien documentée aujourd'hui, surtout depuis les différentes manifestations et publications qui ont eu lieu à l'occasion de son centenaire en 2014. Dans cette riche biographie, j'aimerais retenir trois moments géographiques et politiques qui expliquent pour partie le caractère hybride et assez, je dirais, inclassable de son œuvre. Sa formation italienne, entre 29 et 39, et puis qui se prolonge par le travail jusqu'à l'émigration au Brésil, son émigration à Rio puis à Sao Paulo en 1946, et sa rencontre avec la culture du Nord-Est à la fin des années 50. Donc, je le disais, née à Rome en 1914, Lina Bo Bardi commence ses études d'art en 1929 avant d'entrer en 1933 à l'école d'architecture, dont elle va sortir diplômée en 1939. Et aussitôt diplômée, elle va rejoindre son camarade de classe Carlo Pagani, qui est déjà à ce moment-là installé à Milan et avec qui elle va collaborer dans le domaine de la muséographie essentiellement et de l'édition, aux côtés d'abord de Gio Ponti, puis ensuite de Bruno Zevi, notamment autour de la revue Domus, et aussi en fondant avec Zevi et avec Carlo Pagani en 1946 la revue Actualité, Architecture, Habitation, Art. Alors, dans cet héritage italien, c'est d'abord l'entrée par le dessin qui me semble importante à retenir. Un dessin à la fois descriptif et on peut dire onirique, qui prête une attention extrême aux usages et aux gens, au quotidien et aux objets du quotidien. Lorsqu'on regarde ces images, lorsqu'on regarde ces dessins qui sont vraiment distants dans le temps, 1929 elle a 15 ans, 1946 c'est l'année de l'émigration, et Bailly 1986, la fin de son parcours d'architecte, Lina Bo Bardi est décédée en 1992, on voit qu'au fond il y a vraiment une constante en fait, dans ces dessins qui sont des dessins qui sont extrêmement habités, et que ce soit dans les dessins d'observation, comme c'est le cas ici, que ce soit des croquis de ces scènes urbaines, que ce soit dans ces dessins qui sont des dessins d'illustration des nouvelles, comme c'est le cas ici, qui sont publiés dans la revue Illustrazione Italiane dans les années 40, ou des dessins de projets. On voit notamment sur la gauche un dessin qui est issu de publications, enfin de projets de maisons économiques, et on voit vraiment tous les moindres des détails. Dès qu'on commence un peu à zoomer, enfin regarder, à mettre l'accent sur les détails de personnages qui habitent ces dessins, on voit toujours qu'il y a cette question d'usage qui est présente. Ce ne sont jamais des figures solitaires, ce ne sont jamais des étalons pour mesurer l'architecture, comme ça peut être dans d'autres architectes de l'époque, on pense évidemment à Le Corbusier, mais bien d'autres également.
Ce sont toujours des figures, des corps en action et en interaction. Un autre élément me semble important dans cette période, c'est la thématique de la ruine. Dans une interview qu'elle a accordée à Isaac Greenbaum dans un film qui sort un an après sa mort, en 1993, Lina Bo Bardi revient un peu sur son parcours et pointe le fait que quel point c'était difficile de commencer sa carrière d'architecte au moment où, en 1940, en fait, tout n'était que destruction. Et cette thématique de ruine, dans son discours, revient également lorsqu'elle va arriver au Brésil, lorsqu'elle va dire qu'au fond, elle arrivait dans ce pays inimaginable où tout était possible. Je me sentais heureuse et à Rio, il n'y avait pas de décombres. Il n'y avait pas de ruines, il n'y avait pas de décombres. Même si effectivement le Brésil va représenter pour elle ce pays nouveau où on peut construire, ce qui n'était pas le cas à l'époque pour l'Italie, la thématique de ruine, malgré tout, traverse son œuvre et ressurgit dans ses œuvres de maturité. Notamment, je pense évidemment à l'œuvre au Cesc pompéien, et c'est à ce motif qui revient, qui est à la fois de fenêtre, qui est à la fois une fenêtre d'inspiration troglodyte, mais qui peut en faire penser aussi à ces trous d'obus, mais surtout à l'occasion du projet qu'elle va faire à partir de 1986, lorsqu'elle va être appelée à réfléchir sur la réhabilitation du centre historique de Bahia, où vraiment toute sa proposition va se bâtir autour du vide. Comment construire, comment fixer au fait ce vide et non pas justement remplir le vide. Comment travailler avec la ruine, comment faire vivre cette ruine, comment faire naître de la vie dans la ruine. Deux autres thèmes importants issus de cette situation de guerre sont celui de l'économie et de la réutilisation, voire peut-être du bricolage et de l'adaptation. C'est une thématique qu'elle développe déjà donc, dans les années 40, notamment à travers les publications qu'elle fait dans des revues féminines, notamment Grazia, où elle propose des aménagements justement économiques, comment réussir à aménager son intérieur dans un cas de guerre. Et également, elle va mener une attention à la manière dont on va réutiliser les objets à travers notamment ensuite, dans son expérience bahienne, comment les objets industriels sont détournés par la population, en les transformant en jouets, etc. Donc c'est une thématique qui démarre en Italie et puis qui va être développée tout au long de sa production. Et enfin, c'est aussi en Italie que naît son intérêt pour l'architecture vernaculaire et l'artisanat qu'elle développera ensuite énormément au Brésil, notamment dans ses articles, des articles qu'elle va publier dans la revue créée avec son mari. Il y avait une autre image, on voit ici l'aménagement, c'est assez amusant, projet très amusant, où elle propose d'installer dans les fenêtres une sorte de greffe comme ça pour que les enfants puissent prendre le soleil. J'aime beaucoup ce projet, c'était assez je ne sais pas si ça fonctionne, on pourrait essayer parce que c'est extrêmement détaillé, donc très facile à réaliser à mon avis. Donc je disais, dans la revue Habitat, elle va publier des articles avec son mari Pietro Maria Bardi, qui quitte l'Italie, où on voit déjà cette attention pour l'architecture vernaculaire et aussi pour tout cet univers d'objets artisanaux, d'objets de fabrique. Il y a vraiment une idée de collection derrière de tout ce patrimoine populaire. Donc Lina Bo Bardi, on le disait, immigre en 1946 au Brésil pour suivre son mari, qu'elle vient d'épouser la même année, Pietro Maria Bardi, qui était critique d'art et d'architecture, collectionneur d'art, de 20 ans son aîné, qu'elle rencontre à l'occasion de leurs activités éditoriales autour de Bruno Zevi. En 1946, Bardi est invité par le magnat de la presse brésilienne Assis de Chateaubriand pour organiser sa collection et ouvrir le musée d'art. Et c'est ainsi que Lina, en émigrant au Brésil, va accéder à sa première commande brésilienne, qui n'est pas une commande de construction, mais qui est une commande d'aménagement ou de réhabilitation, d'aménagement intérieur, muséographique, qui au départ un musée qui devait être construit à Rio, mais qui va être construit à Sao Paulo, où donc elle va installer ce musée dans des locaux déjà existants, et dont on voit ici les premiers principes muséographiques qu'elle va explorer. Ensuite, ce musée
va déménager quelques années plus tard dans un nouveau lieu sur l'avenue Pauliste avec une nouvelle réalisation, évidemment une de ses œuvres les plus connues, ce bâtiment qui a commencé à être conçu en 1957, inauguré en 1968 avec ce grand portique qui suspend ce volume en verre, grand portique de 74 mètres, sous lequel se trouve une grande esplanade qui aujourd'hui est devenue vraiment un lieu de manifestation, un lieu de rassemblement extrêmement important et qui d'emblée était pensé pour ça. Et l'autre particularité de ce musée, plusieurs, je ne vais pas toutes les énumérer, c'est cette réflexion sur la muséographie qui consiste à concevoir cet objet qui est un cheval. Oui, il y a un petit problème. Je recule. C'est un chevalet qui est conçu comme un bloc de béton avec une clavette en bois dans lequel il y a cet élément en verre qu'on voit inséré dedans, sur lequel sont accrochées les œuvres qui crée du coup un dispositif muséal tout à fait particulier où il n'y a pas de tri, enfin il n'y a pas de hiérarchie entre les œuvres modernes, contemporaines et les œuvres anciennes. C'est un musée d'art, en fait, il n'y avait pas de volonté justement de séparation de périodes et qu'on découvre comme ça dans cette sorte de promenade libre et où les noms des œuvres, les noms des artistes sont indiqués au dos de tableaux, révélant comme ça la face cachée de l'œuvre, y compris la toile. Un musée qu'elle voulait vraiment ouvert pour tout public, où il y ait vraiment cette liberté de circulation et une réelle ouverture pour un public de non-initiés. Donc là, quelques images de ce musée, avec cette double lecture dans un sens où on découvre les œuvres, et lecture lorsqu'on revient et on découvre le dos des tableaux. Entre-temps, entre la création de ce musée, elle va faire sa première œuvre construite, la Maison de Verre, construite en 1951, sa première réalisation, qui encore, on peut dire, dans laquelle on retrouve vraiment les préceptes de l'architecture moderne, mais elle est sur pilotis, ouverte sur le paysage. Il y a toute une réflexion sur la cinétique, sur le mouvement à l'intérieur du bâtiment, mais en même temps présente déjà des éléments d'hybridation, puisqu'elle est aussi adossée à une colline, et aussi il y a vraiment une très fort accent mis sur le traitement du sol, sur le traitement du paysage, qu'on peut le voir ici dans ces images. Il y a vraiment tout un travail fait sur le dessin de ce terrain, de cette parcelle. D'ailleurs, cette maison, au départ, qui est très ouverte sur le paysage, qu'on peut le voir sur cette image et sur cette photographie de gauche qui est de Chico Albuquerque, qui est très très connue, c'est une image qui est devenue presque iconique, et aujourd'hui totalement enfermée dans cet écrin de verdure. Elle n'est plus du tout ouverte, elle est totalement comme une petite luciole à l'intérieur d'un cadre végétal, comme on peut le voir sur cette photographie, où le jardin tropical a pris le dessus. À la fin des années 50, Lina Bobardi est appelée par l'architecte Diogène Rebuscas à donner des conférences à l'école de beaux-arts de Salvador de Bahia, et 2 ans plus tard, elle est invitée par le gouvernement de l'État de Bahia à diriger le musée d'art moderne. Occasion pour elle de prendre ses distances avec le débat fonctionnaliste et de se rapprocher des mouvements de modernisation culturelle au moment où de jeunes intellectuels et artistes, comme par exemple le metteur en scène Eros Martin Gonçalves ou le cinéaste Clauber Rocha, sont en train de créer cette avant-garde brésilienne, puisant leurs sources d'inspiration dans la culture populaire du Nord-Est. C'est vraiment un moment très très important pour Lina Bobardi, quand bien même un certain nombre des thématiques qu'on a vues sont nées en Italie, sont déjà nourries évidemment par ces échanges, et Alessandra Criconia, peut-être on pourrait en parler tout à l'heure, a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, a vraiment montré l'importance de ce terreau, de ce terreau de base. Malgré tout, on peut dire que ce passage par cette expérience de Nord-Est va vraiment changer
beaucoup son approche, sa démarche et sa manière de faire du projet. Ça va s'illustrer quelques années plus tard, lorsqu'elle va avoir, là c'est juste quelques images de Bahia, lorsqu'elle va avoir travaillé sur l'église Espírito Santo de Cerrado, où elle va elle va faire appel aux habitants pour construire ce bâtiment. C'est vraiment, on peut dire, si on a employé les termes d'aujourd'hui, une démarche participative, une démarche habitante, même si ce n'est pas des termes qui étaient évidemment employés à l'époque. Et elle va réellement, à partir de ce moment-là, beaucoup utiliser cette approche très proche des gens, très proche des personnes pour qui elle conçoit. Donc ici, quelques images de ce bâtiment, qui est un bâtiment conçu comme 3 cercles, 3 cylindres emboîtés, avec l'église ici, le séminaire et un patio central. Et ensuite, également, elle va avoir déployé une démarche qui est assez logique par rapport à la précédente, c'est le déplacement du chantier sur le lieu de travail, quelque chose qui va s'illustrer à travers l'exemple du centre culturel et sportif du CESC Pompeia, où elle va réellement déplacer son agent sur le chantier. Elle va d'ailleurs dire « je n'ai pas de bureau, j'installe un bureau commun avec les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers sur le chantier lui-même. De cette manière, la vie du chantier est beaucoup plus riche et la collaboration entre tous les professionnels est totale. Cela met fin aussi à la dichotomie ridicule entre ingénieurs et architectes et permet de surveiller de près les dépenses, les négociations et les éventuelles arnaques. La réalisation coûte ainsi beaucoup moins cher que si vous étiez dans un bureau avec 3 secrétaires, un standardiste, un réceptionniste et de nombreux assistants. » C'est peut-être d'ailleurs cet aspect-là, cet aspect économique et cette attention à l'usage et à la question du chantier, qui aujourd'hui peut être une question beaucoup abordée, notamment je pense par des personnes comme Patrick Bouchain, on va dire, ça va être un peu le cœur de sa démarche. C'est peut-être cette dimension-là qui aujourd'hui trouve une assez forte réception, et d'ailleurs je tiens à signaler un ouvrage qui est paru très récemment intitulé Sustainable Lean, donc qui était dirigé par Annette Condello et Stéphane Lehmann, qui justement revient sur cette dimension économique et durable de l'architecture, qui rend probablement son œuvre extrêmement actuelle. En tous les cas, c'est à travers ce filtre-là qu'elle est souvent regardée aujourd'hui. Donc, Lina Bo Bardi meurt en 1992 et en réalité, à la fin des années 80, tout au moins c'est ainsi que témoignent ses proches collaborateurs, elle est assez peu connue. En réalité, à la fin des années 80, jusqu'à la fin de sa vie, c'est quelqu'un dont on connaît l'œuvre, mais dont on n'est pas forcément le nom. D'ailleurs, certains jeunes étudiants, en la rencontrant, la découvrent et sont totalement fascinés par cette figure, mais elle était relativement quand même ostracisée au Brésil à la fin de sa vie. Donc ses proches collaborateurs, qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, vont beaucoup contribuer à diffuser cette œuvre. Parmi eux, Marcelo Ferraz, qui va créer la première exposition consacrée à son œuvre, qui va s'ouvrir juste 1 an après sa mort, qui avait commencé déjà à être préparée de son vivant, qui va s'ouvrir au MASP et puis qui va voyager dans différents pays durant 10 ans et qui va être cette première vague de reconnaissance et qui va contribuer à la réception de son œuvre. Et ensuite, il faudra attendre 2010, quasiment il y aura comme ça un temps de nouveau de disparition ou d'inattention à son œuvre, pour que de nouveau son œuvre soit redécouverte à l'occasion de la Biennale de Venise, cette fois-ci non plus par les collaborateurs de Lina, même s'ils ont contribué également pour partie à tout le travail de recherche autour de son œuvre, mais à travers une autre figure féminine importante d'aujourd'hui, Kazuyo Sejima de l'agence Sana, qui, à l'exposition People Meet Architecture, va montrer cette grande maquette du CESC, tout à fait fascinante, puisqu'elle montre, bon, évidemment, c'est une architecte japonaise, il y a vraiment ce code couleur, c'est une architecture blanche, qui n'est pas tout à fait l'architecture peut-être de Lina, mais qui met vraiment l'accent sur l'usage, puisque toute la partie
des bâtiments, parce que le CESC, c'est une partie des bâtiments anciens qui sont réhabilités et une partie de bâtiments nouveaux qui sont faits en deux temps. Toute cette partie-là de la réhabilitation est rendue visible avec ce toit qui est enlevé et on voit les usages. Accent mis également sur toutes les circulations qui sont vraiment des lieux très importants dans ce bâtiment. Kazuyo Sejima consacrera d'autres expositions à Lina Bobardi. Il y a un vrai intérêt des Japonais en général et de Kazuyo Sejima pour cette figure qui va à la fois certainement un intérêt pour l'œuvre et à la fois certainement une sorte peut-être d'intérêt pour la figure de femme architecte. Autre moment important de focale mise sur Lina Bobardi, c'est l'exposition Lina Together qui a été montée par Noémie Blaguer et Madelon Vriesendorp, et qui est une exposition très très différente, puisque c'est une exposition, au fond, on ne voit quasiment pas l'œuvre de Lina Bobardi, si ce n'est à travers les films, il n'y a pas de dessin, il n'y a pas de maquette des œuvres, c'est une exposition vraiment fortement interprétative, une interprétation qui pose comme postulat qu'on peut se saisir de l'esprit de l'œuvre de Lina Bobardi et la réinterpréter à travers des objets d'artisanat, la réinterprétation des objets d'artisanat qu'elle a pu utiliser, ces différents motifs. Donc c'est une exposition qui est presque une exposition artistique, mais qui ne raconte pas nécessairement l'œuvre ou ne se situe pas dans une sorte de fidélité c'est une très forte forme d'interprétation personnelle de son œuvre. Donc nous, on avait quelque part ce passé d'exposition déjà assez important derrière nous lorsque nous avons décidé de créer notre exposition. Et le projet lui-même d'exposition, en réalité, il n'est pas né de moi, même si Anne disait que j'étais devenue une grande spécialiste de Lina Bobardi. Non, quand même pas, il ne faut pas exagérer, même si je connais un petit peu maintenant Lina Bobardi, je ne suis pas du tout spécialiste de Lina Bobardi, j'ai travaillé surtout sur le terrain soviétique jusqu'à maintenant, donc je ne connaissais Lina Bobardi comme tout le monde, par certaines figures, par certains objets, mais je connaissais peut-être presque plus son mari en tant que quelqu'un qui a eu quand même une importance dans les années 30 dans le débat sur l'architecture moderne et aussi dans l'histoire du fascisme. Donc ce projet est arrivé par Alessandra Cricogna qui, elle, en revanche, est une grande spécialiste de Lina Bobardi puisque ça faisait quelques années qu'elle travaillait au sein du groupe de recherche Officina Bobardi à Roma Sapienza à notamment interroger cet héritage italien qui a été très très peu étudié au moment où ils ont commencé à porter leur regard là-dessus, parce que c'est vrai que c'est plus la dimension brésilienne qui était jusqu'alors explorée. Et c'est un travail que Alessandra a pu montrer à l'occasion justement du centenaire de naissance de Lina Bobardi en 2014 à travers des publications, des colloques et aussi à travers la création d'une ligne de vie qu'ils ont commencé à construire, qui était quand même un travail tout à fait considérable de mise à plat un petit peu à la fois de sa biographie, de la biographie de Pietro Maria Baldi, des événements politiques qui traversent et différentes figures qui rencontrent. Et donc il y avait ce background, on va dire, très, très épais, on va dire, de connaissances scientifiques. Et la proposition d'Alessandra, c'était de dire, au fond, avec toute cette masse, cette connaissance quand même accumulée, comment on peut l'introduire dans un cadre pédagogique. Donc c'est avec ça qu'elle est venue me voir et que j'ai pris un peu comme ça, d'une manière très, très directe, en me disant en se disant qu'on allait pouvoir proposer au fait ce projet-là aux différents enseignants, avec toujours l'idée quand même, enfin d'emblée l'idée de s'appuyer sur ce qui était spécifique dans nos deux écoles, à savoir à l'école de Paris-Belleville l'existence de l'atelier bois et maquette, qui était quand même permettait du coup de produire des objets. C'est un petit peu le cœur de notre côté. Et à Roma Sapienza, il y avait notamment l'enseignement du graphic design, qui chez nous notamment est complètement absent, et aussi un cours sur l'aménagement, enfin sur l'architecture intérieure. Donc il y avait, on va dire, ces deux particularités. Il n'y avait pas que celle-ci, mais c'était un peu ce que nous avons mis au centre. Et puis ensuite, au fur et à mesure de la fabrique du projet ou de discussions avec les différents enseignants, en fait, se sont agrégées plusieurs personnes parce que l'enthousiasme qui était suscité par notre proposition était sans commune mesure de ce qu'on pouvait attendre. C'est-à-dire qu'il y avait tout de suite, dès qu'on parlait de Lina Bobardi, tout le monde voulait faire partie du projet. Autre rencontre importante pour moi, pour nous, dès le départ, c'est la présence, il est dans
la salle, d'Arnold Pasquier, qui est cinéaste, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler l'année d'avant, à l'occasion d'une autre petite exposition que j'avais montée et que j'ai voulu aussi solliciter pour nous accompagner dans cette aventure. Et là, pareil, Arnold Pasquier m'a dit c'est absolument formidable, je rêvais de revenir au Brésil. Il avait déjà fait un film dans les espaces de Scarni-Meyer 12 ans auparavant, et donc il est tout à fait partant dans cette belle aventure. Donc c'est d'abord vraiment une aventure de rencontre et d'enthousiasme qui a préfiguré ce grand projet. Alors voilà, l'image est peut-être un petit peu claire. Donc aujourd'hui, cette exposition se déploie dans 4 espaces de l'école. On a un peu envahi l'école, s'est propagé dans tous les espaces disponibles de cette école. Et on avait, l'idée c'était de dire, en fait, on va vraiment non pas faire une exposition, entre guillemets, recherche, qui serait une série de panneaux qui expliqueraient les différents aspects, c'est-à-dire un livre sur les murs, c'était vraiment pas du tout ce qu'on voulait faire, ni une exposition monographique très exhaustive, parce que de toute façon c'était impossible, on n'avait pas les documents, on ne pouvait pas, dans un espace comme l'école, avoir les originaux ou un certain nombre de reproductions de la totalité de l'œuvre, mais qu'on prenait comme prétexte, on partait de l'idée qu'on va travailler sur l'interprétation de l'œuvre à travers le prisme de l'enseignement, et interroger la manière dont l'œuvre peut... et les différentes représentations de l'œuvre peuvent être révélateurs à la fois de l'œuvre et des approches pédagogiques. Donc une fois qu'on avait un petit peu cette hypothèse-là, les choses étaient assez claires, c'est-à-dire qu'il ne s'agissait pas de coller au plus près ni d'être dans une démarche comparative qui nous aurait obligé peut-être de faire, ni dans une démarche exhaustive, mais on avait pris des objets, on avait choisi 4 objets, le masque qu'on a vu, enfin, les différents objets que j'ai montrés tout à l'heure, le masque, le sesque, la maison de verre et l'église Espírito Santo, et on l'avait mis en jeu quelque part à travers les différentes pédagogies. Et à côté de ça, donc Arnold nous a accompagnés sur tout le parcours pendant 2 ans en filmant les... là, juste, je vais vous montrer quelques images de l'entrée de l'exposition. Voilà. En filmant nos discussions pendant tout le parcours, les échanges qui se sont faits autour de l'exposition, en filmant les étudiants au sein des différents enseignements, c'est-à-dire que pendant chaque semaine, ils revenaient faire les films des étudiants dans le geste du travail. Et puis après, donc, il est sorti évidemment des films montés qui n'ont pas la durée du tournage, bien évidemment, et également en revenant sur les lieux de vie de Lina Bobardi à Rome, en filmant ces bâtiments en Sao Paulo et en faisant encore d'autres films dont je dirai quelques mots tout à l'heure. Donc c'était vraiment un travail extrêmement intéressant qui se construisait au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, comment les choses se présentent, donc je vais vous montrer un petit peu le déroulé de l'exposition. Donc il y avait donc cette partie de design graphique qui est visible presque dès la façade, puisque les étudiants ont conçu l'affiche de l'exposition et toute la charte graphique autour de l'exposition, avec cette référence végétale affirmée d'emblée. Ensuite, nous avons eu 4 enseignements à Belleville. D'abord un enseignement d'analyse architecturale, un enseignement de construction et d'aménagement, un enseignement de maquette qui a duré juste 1 semaine, c'était un workshop, et un enseignement de conception de mobilier. Et à Roma Sapiens, il y avait un enseignement sur l'architecture des intérieurs, graphic design et fabrication des kirigami que je montrerai tout à l'heure. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est-à-dire tout ce qui est sur les fenêtres, c'est l'apport de Roma Sapiens, c'est tout ce qui nous guide à travers soit la figure de Lina, soit des objets de Lina dans le parcours de l'exposition, et les objets un petit peu massifs, c'est nous. Donc on rentre dans l'exposition sur une reproduction de cette fenêtre qu'on voyait tout à l'heure, cette fenêtre troglodyte du Sesc Pompeia, qui est reproduite à l'échelle 1,5. Et à travers laquelle, derrière, on voit la maquette du Sesc Pompeia, qui était aussi un choix, sachant que chaque maquette, on a volontairement souhaité non pas faire des maquettes blanches comparatives, mais au contraire dire que chaque maquette soulève une hypothèse, montre un aspect du bâtiment, et du coup dicte les modes de représentation et dicte le choix des échelles de représentation.
Donc pour le CESC Pompeia, ce qui nous semblait important, déjà on avait choisi que les nouveaux bâtiments. Les nouveaux bâtiments, ce sont des bâtiments de gymnase et de vestiaires, reliés par des passerelles. Et ici on a une tour d'eau qui est ici, donc c'est des bâtiments avec une matérialité béton extrêmement forte, mais ce n'est pas ça que nous avons souhaité retenir, ce n'est pas la matérialité béton, mais les usages qui se déroulent sur les passerelles, qu'on voyait déjà d'ailleurs sur la maquette de Kazuyo Sejima, et aussi, surtout, ces paysages qu'elle a souhaité dessiner à l'intérieur, puisqu'elle avait prévu à l'intérieur du gymnase, chaque niveau correspond à une saison, l'été, l'automne, l'hiver, le printemps, et avait dessiné ces sortes de paysages au sol sur lesquels on joue, et nous avons voulu vraiment mettre ça en évidence en concevant une maquette dont la paroi en fait est présente à travers le plexiglas, mais elle est absente, on enlève quelque part la façade et on rend visible ces paysages. Pour Lina Bobardi, c'est extrêmement important pour que chaque personne qui soit à l'intérieur de cet espace se donne rendez-vous non pas au 4e étage, mais se donne rendez-vous au printemps, en hiver, en automne. Enfin, c'est aussi une manière très poétique de concevoir l'usage de ces espaces. Et donc on le voit ici, donc, voilà, on a surtout mis l'accent là-dessus, et il y avait toute une réflexion aussi sur cette question du réalisme de la maquette. C'est-à-dire que ce n'était pas une maquette hyper réaliste, elle était très très précise, mais jamais réaliste, y compris même dans les personnages sur lesquels nous avons beaucoup travaillé, sur la manière de représenter les personnages qui peuplent ces maquettes. L'autre maquette, et donc là je n'ai pas dit que la maquette du CESC, c'est une maquette à l'échelle 1/25e, ce qui est quand même assez considérable. On a fait encore plus fort pour le MASP, puisque dès le départ, l'idée était de faire 1/10 pour le MASP, c'est-à-dire la poutre fait 7,40 m de long, donc, ce qui supposait aussi un véritable travail de construction pour les étudiants, et à la fois, comme d'emblée, l'exposition était conçue comme une exposition itinérante, il fallait aussi prévoir le démontage et le séquençage, la découpe de cette poutre en 5 morceaux pour penser aussi la rapidité du montage. Et donc dans le MASP, l'idée était de mettre l'accent sur 3 éléments, à la fois, disons, la dimension structurelle, c'est-à-dire à la fois montrer que c'est un portique mais aussi une console, parce que c'est quand même aussi une forme hybride structurellement, parce qu'on a à la fois la vision qu'on a, c'est un volume suspendu, mais en réalité il n'est pas uniquement suspendu, il y a aussi un élément de console ici. De montrer l'usage sous le MASP dans cette grande esplanade, et qui est montrée à travers le film qu'a réalisé Arnold d'une manifestation qui se déroule sous le MASP, qui se déroulait là au mois de juillet contre le gouvernement Temer. Et donc on a sous cette maquette une vidéoprojecteur qui montre en même temps cette ambiance de cette manifestation. Et évidemment montrer la muséographie, dont j'ai montré quelques images tout à l'heure, en reproduisant en miniature, donc à 1/10, la collection qu'on voit ici, dont on voit ici d'ailleurs quelques tableaux de Modigliani. Donc on a reproduit à 1/10 ce système de chevalet, et en même temps on a voulu peupler les visiteurs du MASP, plutôt de la maquette du MASP. Là encore, on ne voulait pas tomber dans le réalisme. Nous avons choisi d'emprunter les figures au dessin d'une nouvelle qu'elle avait illustrée, Magometto, qui était publiée dans l'illustration italienne. Et donc les personnages, eux, ils sont issus de nouvelles. Donc il y a toujours ce décalage de ne jamais tomber dans le réalisme complet, c'est-à-dire que de garder cette dimension poétique. Du coup, c'est les personnages qui regardent les œuvres, donc il y a un petit jeu aussi là-dessus. Donc, dans le bâtiment de la Maison de Verre, c'est peut-être le bâtiment qui a le plus été représenté par des étudiants. Enfin, c'est quand même un peu une icône, parce que pour tous, c'est une icône d'architecture moderne. Je pense qu'il y a vraiment une reconnaissance des architectes modernes à travers cet objet qu'à travers d'autres objets. Donc c'est un objet qui a déjà été énormément montré en maquette, et nous souhaitions justement échapper un petit peu à cette représentation iconique de la Maison de Verre, mais montrer à quel point elle est aujourd'hui totalement prise dans cet écrin végétal. Et du coup, donc, ça fait des maquettes presque abstraites. On a une maquette, un négatif, une maquette qui est posée sur un sol plié, un plexiglas qui fait pli, ou l'autre sur un socle en bois habillé de métal.
et sur lequel des lames sérigraphiées du végétal enferment à l'intérieur la maison de verre qu'on ne devine que lorsqu'on vraiment on approche l'œil. L'autre question qui se posait, c'est cette maquette de l'église Espírito Santo, qui est une maquette qu'on souhaitait volontairement très réaliste, une maquette au 50e. On voulait d'ailleurs au début faire une maquette avec des charnières où on puisse ouvrir l'espace intérieur. Et en même temps, ça ne nous plaisait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'on voulait être très très proche de la matérialité, presque hyper descriptif, et en même temps ne pas tomber dans la maquette de maquettiste. Et un des enseignants qui nous a accompagnés, un architecte madrilène, a eu cette très jolie idée de créer une boîte totalement opaque, pas opaque qui est translucide, comme on peut voir à gauche, à l'intérieur de laquelle seraient percés des œillets à travers lesquels on voit les espaces intérieurs reconstitués de l'église et dans lequel serait aussi ménagé un tiroir avec un plan. Et en cours de route, en réalité, on a eu aussi un choix de se dire quel est l'état auquel on revient. Aujourd'hui, l'église a subi une transformation assez importante, une réhabilitation un peu poussée, demandée d'ailleurs par les prêtres. Elle est enduite à l'intérieur, la brique n'est plus apparente. Et nous avons, en cours de route, en cours de fabrication, fait le choix de revenir à l'état historique, c'est-à-dire vraiment l'église telle qu'elle a été construite par les habitants, avec le sol interbattu, la brique apparente, enfin tout cet aspect brutaliste. Du coup, la maquette elle-même devient presque une critique, on peut dire, partiellement, de cette réhabilitation un peu poussée. Ensuite, donc, je vous ai dit que nous avons eu tout un atelier sur un semestre de fabrication de meubles, des meubles qui étaient fabriqués à partir de photographies par les étudiants. On voit à droite. Donc on leur fournissait des photographies, ils devaient rechercher les dimensions des objets et ensuite aller au plus proche des dimensions. Et ensuite il y avait tout un travail de vérification, parce que nous évidemment on avait les dimensions. Avec une possibilité aussi d'un changement un petit peu de matériaux, comme on peut le voir ici. Les bâtiments, la table par exemple est en béton, avec en bois, avec des piétements béton, et on l'a interprété en bois, comme on peut le voir sur cette image. Encore quelques-unes. Voilà, la table ronde, c'est une très grande table qui est à la fois table et bibliothèque. Et une fois que tous ces meubles ont été fabriqués, nous avons eu l'idée de faire de cet espace du haut, qui se trouve sur la mezzanine haute chez nous, un centre de documentation en achetant des ouvrages et en faisant des facsimilés de revues pour rendre, durant ce temps de l'exposition, accessibles réellement des ouvrages qui ne sont souvent pas disponibles immédiatement dans le même espace. Et également, dans cet espace, ce qui était très important, c'est justement de rendre visible ce travail fait par l'équipe italienne de la ligne de vie qu'on voit ici sur les murs, qui s'organise en réalité en 16 carrés de 64 par 64, à la fois ligne de vie, comme on peut le voir ici à gauche, et à chaque fois scandé par des dessins allant de 1929 jusqu'à 1986, qui sont conservés à l'Institut Lina Bo et Pietro Maria Baldi, qui était notre partenaire sur ce projet. Également dans cette ligne de vie, si je reviens un petit peu en arrière, on voit cette ligne de vie, en fait, elle fait un L, en fait, elle se retourne. Et également dans cette ligne, on a souhaité, un peu un prolongement de cette ligne, créer un film qui permette de revenir, de donner la voix à ceux qui l'ont connue, ceux qui ont travaillé sur elle, à partir d'un vocabulaire que nous avons listé en amont avec Alessandra, des mots qui semblaient importants chez Lina Bo Bardi. Nous avons proposé aux différentes personnes au Brésil de se saisir de ces mots, et ensuite Arnold Pasquier a filmé ces différentes personnes dans les espaces de Lina Bo Bardi autour des mots. Alors il y avait par exemple l'artisanat, je les défile un petit peu comme ça, je n'ai pas le film, convivialité, donc ça c'est à l'intérieur du théâtre officine, un autre projet de Lina Bo Bardi, culture populaire, femmes, folklore, j'ai mis une faute, intransigeance, jeu, peuple, poésie, quotidien,
scénographie, scénographie, structure et utopie. Donc c'est une manière aussi assez libre, au fond, de revenir sur ce vocabulaire. Ce vocabulaire, Lina Bobardi était extrêmement précise avec les mots, et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment chacun le colore maintenant de ses interprétations. Enfin, donc, la partie italienne, même s'il y a eu beaucoup d'hybridation à l'intérieur des espaces entre nos deux écoles, il y a une salle, malgré tout, qui est réservée plus spécifiquement au travail mené par les étudiants de Roma Sapiens, qui était un travail de graphic design, puisque les étudiants, pendant un semestre, ont travaillé, des 12 groupes, ont travaillé sur la conception de tout le travail de graphique, d'affiches et de langage graphique autour de Lina Bobardi, avec différents thèmes, matérialité, jeu, végétal. Et ensuite, au terme de ce travail-là d'un semestre, un groupe a été choisi, un groupe lauréat, qui lui a, pendant plusieurs mois, déployé, décliné les différentes propositions. Donc ça, c'est des propositions qui sont exposées mais qui n'ont pas été retenues au final. Et ça, c'est la proposition retenue qu'on retrouve sur l'affiche et dont on retrouve différentes déclinaisons avec les différents thèmes, matérialité, jeu, voilà, et puis la figure de Lina. Ici sur c'est un très 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 beau travail. Et tout ce travail de design graphique se déploie après dans différents espaces de l'école. Ça, c'est un peu un clin d'œil aussi au travail de Madelon Wesendorp qui avait trouvé ce personnage d'Exou, de diable, c'est une sorte de diable qu'elle avait déjà exposé en 2012 pour l'expo Lina Together et en 2014 au pavillon de l'Arsenal quand l'expo a été accueillie en France. Le travail donc de graphic design, et également en cours de route une autre idée qui était née par rapport à la matérialité assez lourde, non je ne devrais pas dire assez lourde, très lourde de nos maquettes. En écho, les étudiants de Roma Sapiens ont décidé de faire au contraire des choses extrêmement légères, c'est-à-dire des pliages, aussi en faisant un peu référence à ce goût de Lina Bobardi pour l'architecture japonaise. Donc c'est moitié pliage, moitié collage, donc c'est des sortes aussi d'hybrides, je pense, de représentation, qu'ils ont appelé des kirigami, où il y a à la fois un travail de dessin, d'aquarelle, de maquette, et donc on a toujours autour des mêmes objets, c'est-à-dire le MASP, les maisons de verre. Donc on voit ici le MASP avec son escalier intérieur, c'est une maquette qui se replie, je crois que je n'ai pas l'image du repli. Par exemple, le CESC Pompeia nous mettait l'accent sur ces passerelles, et ici on a les mêmes passerelles vues d'en dessous, dans cette vision presque d'appareil photo qui se déploie, d'optique, de machine optique, et la maison de verre, donc, avec le patio, avec une coupe sur le patio. Et enfin, donc dans le dernier espace, qui est un espace à rez-de-chaussée, enfin bon, peu importe, d'ailleurs, dans d'autres configurations, ce ne sera pas comme ça, il nous a semblé aussi important, non seulement de refaire ces objets chevalets en miniature, tels qu'ils sont à l'intérieur des maquettes, mais d'en faire quelques-uns grandeur réelle, mais dans la mesure où on a un atelier qui ne travaille pas beaucoup en béton, c'est possible de faire un béton, mais il faut savoir que ces blocs en béton, c'est 300 kg par bloc. Donc c'est quand même un poids assez conséquent. Alors on avait commencé à vouloir les interpréter en béton, on avait choisi du ductal, parce qu'on peut travailler du ductal à l'école, il y a quelqu'un qui est vraiment un spécialiste du ductal. Le ductal, c'est un béton extrêmement fin, mais ça ne fonctionnait pas, et donc finalement nous avons refait les blocs en béton, enfin l'idée des blocs, mais en bois avec une clavette béton, une inversion. Et sur ces blocs sont fixés, non pas des tableaux, mais des écrans, 4 écrans, qui reprennent les enseignements à l'intérieur desquels on voit en boucle les films réalisés par Arnold Pasquier qui racontent cette fabrique, l'analyse, le mobilier, les structures, les maquettes, et qui sont aussi cette trace, cette archive vivante de la fabrique, de l'exposition. Également sont exposés ici, dans cette salle, les films qu'il a réalisés à Rome et à Sao Paulo, ces deux films qui tournent en boucle, qui sont à la fois des sortes de travelling, enfin
des parcours dans les deux villes et après des plans presque fixes sur les intérieurs. Des photographies d'un architecte et photographe italien, Alessandro Lanzetta, qui a fait tout un travail, qui fait partie de ce groupe Officina Bobardi, qui sont aussi mis en regard, et aussi un travail, là c'est les deux films qu'on voit à différents moments de séquence, et un travail également sur le mobilier, toujours de ce groupe d'étudiants qui ont réinterprété toujours les mobiliers du CESC, en se donnant, on va dire, quelques libertés par rapport à la finition. On n'est pas exactement dans le même bois, on n'est pas dans la même teinture également, mais on est très proche, on est vraiment très proche de l'objet de départ, et des bancs également, comme on peut le voir ici. Et enfin, donc, aussi un film, la qualité de l'image n'est peut-être pas très bonne, mais c'est un très très beau film. C'est un film donc également d'Arnold Pasquier qui nous a offert, comme tous les autres d'ailleurs, qui est un film de chorégraphie où 8 danseurs traversent les espaces de Lina Bobardi à travers un fil conducteur qui est celui de l'eau. Et c'est un film qui va être montré à la Cité de l'Architecture à l'occasion des journées d'études, du coup sur grand écran. Et donc là, pour le moment, dans l'espace d'exposition, on le voit sur un écran de télé, mais c'est vraiment un film qui gagne à être vu en salle, parce que c'est un extrêmement bel objet artistique. Je ne sais pas si c'est bon, je suis dans le temps, parce que j'ai quasiment fini. Non, j'ai fini. C'est bon, ça va. Et donc, justement, autour de cette exposition, nous déployons un certain nombre d'événements. Déjà ma présence aujourd'hui. La semaine prochaine, Alessandra Clicogna va faire une conférence à la Maison du Brésil autour de la notion de l'architecture pauvre de Lina Bobardi, de l'art pauvre en général. Et puis, autour des journées du entre 17 et 24 janvier, il y a plusieurs événements qui vont avoir lieu, pas seulement sur Lina Bobardi, mais en général autour de l'architecture brésilienne. Et là, c'est ce mois-ci encore des personnes qui ont travaillé sur elle, qui ont été ses collaborateurs, comme par exemple le 23 novembre, Marcel Ferraz, qui était un des plus proches collaborateurs de Lina Bobardi, qui va venir faire une conférence à Belleville. Bravo.